J'ouvre la seconde partie de ce Sens Public. C'est un retour 30 ans en arrière que je vous propose. 6 avril 1994, la mort des présidents du Burundi et du Rwanda dans un accident d'avion déclenche plusieurs semaines de massacre de Tutsis. Le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts. Comment la justice internationale travaille-t-elle? Quelle a été la responsabilité de la France? L'opération turquoise. Comment cohabitent les tueurs et les rescapés aujourd'hui? Avant d'en débattre, retour à Kigali avec Samia Dechia. Début 1994, la situation du Rwanda est explosive. Le pays est alors gouverné par des Hutus, dont certains extrémistes veulent éliminer les Tutsis. Une soif de revanche née de l'époque coloniale, où la Belgique, pour asseoir son pouvoir, avait déclaré la communauté Tutsi supérieure à celle des Hutus. Depuis l'indépendance de 1962, les attaques sur les Tutsis se multiplient. Jusqu'au 6 avril 1994, l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana est abattu. Cette mort du président Habyarimana déclenche dans les heures qui suivent les assassinats, d'abord les assassinats d'élites Tutsis, d'opposants Hutus démocrates, et puis ensuite très rapidement, dès le 7 avril, le génocide s'étend à la fois sur Kigali avec des massacres systématiques des populations Tutsis et dans tout le territoire. Ce qui montre très clairement que l'extermination était programmée de longue date, était planifiée. Très vite, l'armée française est envoyée pour évacuer ses ressortissants. Reporter pour Radio France Internationale, Christophe Boisbouvier embarque alors avec les militaires direction Kigali pour couvrir ce qu'il pense alors n'être qu'une guerre civile. On savait qu'un certain nombre de massacres avaient commencé, mais on n'avait pas toutes les informations. Il y a une chose qui m'avait frappé, je me souviens, c'était le 11 avril. On est 3 journalistes dans une voiture banalisée, et on voit sur le bord de la route 2 cadavres, une maman et sa fille. Des maisons autour, des gens autour, des gens qui passent devant ces 2 cadavres. Et c'est l'indifférence. Les gens ne regardent même pas ces 2 cadavres qui restent abandonnés au bord de la route. Il est 11h du matin. C'est le début du génocide rwandais. Et pourtant, l'ONU choisit de retirer ses troupes. Le 21 avril, la mission des Nations Unies au Rwanda passe de 2500 à 250 soldats, après l'assassinat de 10 casques bleus. C'est fou, quoi, je veux dire. Enfin, on est en plein début de génocide. On ne prononce pas encore le mot génocide, hein. Ça ne viendra que fin avril, début mai. Mais, au lieu de renforcer les casques bleus, on les réduit. C'est la démission de la communauté internationale, tragique. Armés de fusils et de machettes, les milices Interahamwe multiplient les massacres sur tout le territoire, dans une volonté d'extermination systématique des Tutsis et des Hutus qui refusent de prendre part au génocide. Ces victimes ont été tuées de manière absolument effrayante, abominable. Il n'y a pas de mots pour décrire la cruauté des tueurs. On sait que par exemple les Tutsis riches payaient des tueurs pour être abattus à l'arme automatique, et non pas être ce qu'on disait machetés ou brisés, le crâne brisé, donc avec des bâtons cloués. Mais ça va, je veux dire, les tortures sont absolument inimaginables et les viols systématiques. En 100 jours, le génocide rwandais va faire près d'1 million de victimes. Il prend fin en juillet 1994 avec l'avancée des FPR, les rebelles Tutsis, qui reprennent peu à peu le contrôle du territoire rwandais. Retour à Kigali, une affaire française, c'est le titre du documentaire de Jean-Christophe Klotz, produit par les Films du Poisson, dont sont issues une bonne partie des images que vous venez de voir, et on les remercie. Le Rwanda, il y a 30 ans, et aujourd'hui on en débat avec Jean Hatzfeld. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes reporter, écrivain, auteur de nombreux livres sur le Rwanda, et notamment ce que l'on appelle la trilogie rwandaise, Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais, Une saison de machette ou encore La stratégie des antilopes aux éditions Point. Aurélia Dehausse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes magistrate, ancienne directrice du pôle Crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris et auteur de Crimes contre l'humanité, Le combat d'une procureure, c'est aux éditions Kalman Levy. Guillaume Ancel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancien officier, écrivain français, auteur de Rwanda, La fin du silence, témoignage d'un officier français aux éditions Les Belles Lettres. Et évidemment, Asdine Ahmed Chaouch est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Je le disais, Jean Hatzfeld, de nombreux livres, pas seulement les 3 que j'ai cités. Et avez-vous trouvé les réponses aux questions que ce génocide pose ? Non.
C'est pour ça que je continue. Oui. Parce que chaque fois qu'on a des réponses, on a de nouvelles questions. C'est-à-dire que la question essentielle de comment tout ça, comment on peut basculer de cette façon-là dans une forme de barbarie générale, collective, populaire, on n'a pas de réponse à cela. On n'a pas de réponse à cela. Donc on cherche, on parle, je ne sais pas, on continue à se poser des questions, mais qui seront toujours sans réponse. De la même façon qu'on n'a pas de réponse à la Shoah non plus, on n'a pas de... C'est-à-dire l'adhésion populaire est quelque chose d'inexplicable. On peut comprendre, on comprend l'extrémisme, on comprend les milices, on comprend tout cela, mais l'adhésion populaire qui a permis ces massacres, parce que c'est quand même des tueries populaires faites de voisin à voisin. Il y a très peu de morts par balle, très peu de morts par miliciens interamoués professionnels ou militaires. 80% des gens ont été tués à la machette par des gens d'à côté. Donc ça, comment on a pu basculer dans cette horreur-là, dans cette adhésion populaire, est quelque chose dont on n'a pas de réponse. Et c'est évidemment une question centrale qui se pose encore aujourd'hui quand on parle d'un pays qui s'est reconstitué, où les bourreaux peuvent cohabiter, les anciens bourreaux avec les rescapés. On en parlera un peu plus tard, mais peut-être votre avis, Aurélia Dos, là-dessus, sur le rôle de la justice. Est-ce que la justice a une capacité à proposer une partie des réponses que tout le monde cherche finalement depuis 3 décennies ? Alors, bien sûr que la justice a un rôle, bien évidemment, ne serait-ce que pour définir, pour qualifier, pour asseoir d'abord, et c'est ce que va faire le tribunal pénal international pour le Rwanda dès les premières années, c'est asseoir la qualification du crime de génocide. Je crois que c'est un moment très important parce qu'il y a un vrai constat judiciaire de l'existence du génocide. Ça n'est pas du tout cosmétique ni accessoire, parce que quand on sait que le génocide porte en lui le risque de négationnisme, par définition, la justice a d'abord ce rôle. Et puis la justice, elle pose des jalons sur des responsabilités individuelles au cœur du crime collectif. Elle ne dit pas tout, elle donne des éclairages, sont un peu des coups de projecteur sur cette grande histoire. Bien sûr, elle ne peut pas tout, elle ne peut que le dossier qu'elle regarde. Donc il faut en attendre, mais pas en attendre trop. Il faut attendre simplement ce qu'elle peut donner. Guillaume Ancel, vous étiez au Rwanda en 1994. Alors voilà, un militaire, par définition, il est confronté à la guerre et à la mort. Est-ce que vous aviez déjà vécu d'aussi près un tel déferlement de violence ? Que disent vos souvenirs aujourd'hui ? En fait, ce qui a été très choquant pour ma génération, c'est que nous avions été élevés dans la culture du plus jamais ça. Moi, j'ai été élevé dans la culture de la Shoah. Donc pour moi, c'était totalement inimaginable. Or, en 1992, 2 ans avant, ma première intervention, c'est au Cambodge. Et je suis confronté, je suis négociateur chez les Khmers rouges, à la frontière de la Thaïlande, et je suis confronté à Tamok, le bras gauche de Pol Pot, qui m'explique comment ils ont libéré leur peuple en tuant 3 millions de personnes. Je suis extrêmement choqué que tout ça ait pu se reproduire. Et puis j'interviens avec la Légion étrangère au Rwanda, qu'on nous présente comme étant une intervention quasi humanitaire. On est là pour séparer les belligérants. Sauf que c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr, puisque j'ai fait Saint-Cyr, pour comprendre que c'est pas de séparer des belligérants dont il s'agit. C'est que le pouvoir en place a décidé de massacrer sciemment l'ensemble d'un peuple, qui en plus n'est même pas une ethnie, c'est un groupe social, les Tutsis. Et quand je vois ça, je suis atterré, mais c'est vrai que moi j'ai une culture particulière, et puis surtout je rentre du Cambodge. Et mes camarades, eux, quand ils vont être confrontés à cette opération, ils comprennent bien que on est venu en réalité protéger la fuite des génocidaires, parce que c'est ceux qu'on soutenait. On y reviendra évidemment, mais c'est important. Ils vont se réfugier dans une espèce d'autisme, vous voyez, quasiment, qui va les sauver. C'est-à-dire qu'ils vont regarder que l'aspect « oh, on intervient de manière humanitaire, on va sauver les gens d'une épidémie de choléra, etc. » Alors qu'en réalité, on est confronté à un génocide dont ceux qui le commettent s'en vantent. Ouais. Et c'est ceux qu'on soutient. Et ça, c'est dramatique. Pour nous, ça a été une vraie fracture qui a laissé
des traces très profondes dans l'armée française. Alors, dans ce débat, j'accueille avec nous en duplex depuis le Rwanda Dafroza et Alain Gauthier, cofondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous essayez de faire avancer la justice et de retrouver des génocidaires. Je vais vous poser j'espère que la liaison sera bonne, mais pendant ce débat, des questions assez générales. Ça peut être l'un ou l'autre qui répond. Mais là, Dafroza Gauthier, je voudrais vous demander de nous dire quel était l'état de tension dans le pays dans les mois qui ont précédé ce 6 avril 1994. Je crois que votre famille, une partie de votre famille a été assassinée lors du génocide. Est-ce qu'il y avait des mises en garde? Dans quel état était le pays, était la région? Bonsoir. Oui, il faut dire que les mois qui ont suivi la signature des accords d'Arusha du 4 août 1993 n'ont pas été de tout repos, c'est-à-dire que les extrémistes qui ne voulaient pas de ces accords de paix, ils ont tout organisé pour terroriser encore une fois les Tutsis. Ils ont organisé des assassinats aussi des Hutus d'opposition d'ailleurs. Et dès le mois d'août, dès les signatures des accords d'Arusha, ici à Kigali, en tout cas, c'était vraiment une ambiance d'extrême violence. Nos familles allaient se réfugier déjà dans les églises, dans les écoles, essayer de se mettre à l'abri chez des amis Hutus. À l'époque, c'était pas encore... disons que c'était pas encore répandu cette idéologie, etc. Là jusqu'au moment où moi j'y étais en fin février, début mars à Kigali. Et Kigali était déjà quadrillé, on ne sortait plus, aucun Tutsi ne pouvait sortir. Donc qu'on ne vienne pas vous dire que les Tutsis ont été assassinés parce que il y a eu l'attentat contre l'avion. Non, c'est pas ça du tout. Déjà le génocide, le processus a commencé bien longtemps avant, dès les années 59, mais quelques mois avant le génocide, il faut dire que déjà l'ambiance était irrespirable ici à Kigali. Merci beaucoup de ce premier témoignage d'Afroza Gauthier, l'accident d'avion. Enfin, c'est le président du Burundi, le président du Rwanda, 6 avril 1994, qui meurt dans cet accident d'avion. Je voudrais peut-être parler de votre expérience, Jean Heidfeld, pour comprendre à la fois ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Vous enquêtez à Nyamata, dans un lieu précis. Pourquoi ce lieu? Qu'est-ce qu'il a de particulier? En quoi est-il, pour vous, emblématique de ce qui s'est passé au Rwanda? Il n'est pas emblématique, mais il est suffisant. Oui. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en travaillant sur cette bourgade, entourée de 14 collines, travaillant avec les rescapés, travaillant avec les fantômes, il y a quand même 50 000 personnes sur 58 000 Tutsis qui ont été tués dans la région, qui sont tués dans les marais, dans les églises, dans la forêt, avec les Hutus qui ont fait cela, qui ont tué leurs copains et leurs voisins, leurs familles, ceux qui sont partis au Congo, ils sont revenus, avec ces marais qui sont fascinants. Ce sont des marais où allaient se cacher tous les jours les fugitifs Tutsis. Pour échapper au massacre. Alors, tous les matins, avant l'aube, dans la nuit, ils allaient se cacher sous les papyrus, ils allaient se cacher sous les nénuphars. Les tueurs arrivaient vers 8-9 heures, heure de boulot, grosso modo. Ils étaient rassemblés sur un terrain de foot. Ils arrivaient en chantant. Et ils se précipitaient soit dans la forêt, soit dans les marais, avec une machette pour en tuer le plus possible dans la journée. Et vers 3 heures, fin des travaux, coup de sifflet des chefs, les tueurs sortaient, ils rentraient chez eux, ils allaient piller, parce que le pillage était très important. La vénalité est un grand moteur de ce génocide. Ils allaient piller et rentraient chez eux. Il y avait le partage du butin, et il y avait la fête, parce qu'on mangeait les vaches des Tutsis qu'on venait de tuer. Donc il y avait beaucoup de viande, de la bière et de l'uruagua, la bière de banane. Et on recommençait le lendemain. Et on recommençait tous les jours de la semaine, même le dimanche. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un jour de congé. On a tué de cette façon-là
méthodiquement. Donc on a ces marais où on sait qu'il y a 50 000 personnes dessous. Pas 50 000, parce qu'il y en a 5 000 qui ont été tués dans une église et 5 000 qui ont été tués dans une autre église. Donc, une fois qu'on a cela, on a tout le génocide. On n'a pas besoin... Si vous voulez, un journaliste, il va dans le sud, il va dans le nord, et puis il a un panel sociologique et que ça. Mais pour travailler sur le génocide, on n'a pas besoin. On commence à parler avec les 14 premières personnes qui acceptent de parler, et ça suffit. Et après, vous voyez, on change de casquette, on change de méthode. Ce ne sont plus des questions sur les faits, parce que les faits, on les connaît, mais ce sont des questions sur l'existence, c'est-à-dire comment on vit désormais quand on a traversé une expérience pareille. Comment on fait avec, soit qu'on a été tueur, soit qu'on est rescapé. Quand on a tué ou on a été tué, on a vu autant de morts. Parce que quand les gens sortaient, ils sortaient des marais, mais ils croisaient tous les morts de la journée, et de la veille, et de l'avant-veille. Donc il y en a qui pourrissaient parce qu'ils étaient là depuis 8 jours. Il y en a qui étaient tués dans la journée. Donc ils regardaient un peu qui avait été tué et se retrouvaient en bivouac. Et le soir, en bivouac, ils allaient dans les champs, ils allaient chercher du manioc, des bananes, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans la nuit. Souvent, ils mangeaient cru parce qu'ils n'osaient pas faire des feux. Ils se couchaient comme ils pouvaient. C'était la saison des pluies. Heureusement pour eux, ils pouvaient boire en léchant les feuilles, parce que c'était de l'eau potable. Et ils repartaient le matin. Les premiers qui repartaient étaient les enfants, parce qu'il fallait cacher les enfants le plus loin possible pour qu'ils bougent le moins possible. Et ça continuait comme ça. Pendant combien de jours ? 7 semaines. 7 semaines, du 14 au 14. Et selon l'ONU, alors évidemment, il y a des chiffres qui sont un peu plus de 800 000 personnes qui ont été assassinées lors de ce génocide. Il faut rajouter les blessés et puis les centaines de milliers de femmes qui ont été victimes de viols, Aurélia De Vos. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur ces viols aussi ? Est-ce que ça fait partie du travail de la justice internationale ou aujourd'hui de la justice française d'enquêter sur ces viols ? Alors oui. Oui, d'abord, le tribunal pénal international pour le Rwanda a dit, et d'ailleurs c'est la première fois qu'un tribunal international le fait, c'est-à-dire a dit que le viol pouvait être un acte de génocide, pouvait faire partie de cette volonté de détruire le groupe. Donc il y a évidemment les atteintes à la vie, mais il y a aussi toutes ces atteintes à l'intégrité physique, à l'intégrité psychique. Il y a le viol, mais il y a aussi toutes les autres violences sexuelles, toutes les mutilations, les éventrations de femmes qui étaient enceintes. Et donc il y a tout ce panel de violences sexuelles. La grande difficulté, et ça je crois que à la fois les juridictions nationales et les juridictions internationales y ont été confrontées, et y sont toujours confrontés, c'est qu'il est très difficile pour les victimes d'évoquer ces faits. Quand vous entendez une victime du génocide, vous avez déjà beaucoup de mal à essayer de rattraper son histoire. Il faut dérouler le fil petit à petit, gagner la confiance. Et puis, on va vous parler de la famille qui a été assassinée, de l'enfant qui est perdu, des tortures parfois qui ont été subies par les uns et les autres. Et puis, il y a ce blanc au milieu de l'histoire qui n'est pas raconté spontanément. Et donc là, il faut vraiment aller les chercher, ces éléments-là. C'est pas du tout évident. Il n'y a pas dans les premiers procès en France l'apparition de ces violences sexuelles. Alors qu'on sait que 500 000 femmes ont subi ces violences sexuelles, c'est très difficile. Et puis le dire alors qu'on a retrouvé un mari, un père, un frère, et qu'on ne veut pas que ça se sache, c'est très très compliqué. Avec un mot, Jean Herzfeld ? Non, d'autant que de nombreuses femmes sont tombées enceintes de ces viols, ce qui pose un problème, et un problème juridique d'ailleurs, et d'autant que beaucoup de femmes ont été sauvées par ce viol. C'est-à-dire que beaucoup de femmes n'ont pas été tuées parce qu'elles venaient d'être violées et qu'il y avait un peu une coutume qui voulait qu'on ne mélange pas les deux dans la même personne. Avec une dimension d'Afrosa et Alain Gauthier, c'est que donc le viol comme arme génocidaire en quelque sorte, mais le viol et le sida, il faut peut-être en parler, Alain Gauthier, parce que beaucoup, je crois, de ces femmes ont été contaminées, sont séropositives ou ont été séropositives. Oui, effectivement. Le viol a été une arme du génocide, comme l'a dit Aurélia De Vos. Ceci dit, lors du dernier procès du docteur Sosthène Munyemana aux Assises de Paris, on a vu des femmes se libérer par rapport à ce tabou du viol. Elles ont beaucoup témoigné en donnant force détails
sur ce qu'a été leur viol. Et c'est vrai aussi, comme vous le suggérez, que le viol avait comme objectif de transmettre le sida, qui à l'époque était très répandu parmi les miliciens et les génocidaires. Donc, cette question du viol est essentielle, et si certaines décisions de la justice française se sont terminées par des non-lieux, je pense en particulier à une affaire bien précise, c'est parce que des femmes n'ont pas voulu témoigner du viol. Je pense à l'abbé Mounier-Chaka, qui était accusé de viol par certaines femmes, et ces femmes-là, souvent, se sont rétractées parce que, effectivement, comme dans beaucoup de sociétés, le viol est un sujet tabou. Mais de plus en plus, les femmes commencent à libérer la parole et viennent le dire devant un tribunal français. Pour nous, c'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose aussi d'essentiel. Alors, on va parler de la façon dont la justice internationale et la justice française peuvent travailler aujourd'hui, mais je voudrais vous proposer un témoignage tout de suite, parce que 30 ans après, on continue de chercher des corps. Écoutez, cet agriculteur, il a perdu 7 enfants il y a 30 ans. On a découvert de nombreux corps ici. Et nous allons lentement parce qu'ils ne nous ont pas dit ce qu'ils avaient fait. Même si nous vivons ensemble, ce sont nos voisins. Nous avons trouvé des corps dans de nombreux endroits. On ne fait que chercher. Et c'est un long travail parce que les coupables ne nous disent rien. Pourtant, ils savent où ils les ont mis. Comme vous pouvez le voir, ici, ils ont construit. Et sous la maison, nous avons trouvé tellement de corps. Et nous en trouvons encore. Pouvez-vous imaginer qu'ils ont construit une maison dans laquelle ils dorment, en sachant qu'il y a des cadavres en dessous, et qu'en 30 ans, ils refusent encore de nous donner les informations. C'est un gros problème. Jean Hetzfeld, ça pose une double question sur effectivement le nombre de corps qui n'ont pas été retrouvés, et puis là encore sur cette cohabitation entre les tueurs et les rescapés, qui sont toujours voisins aujourd'hui, souvent, quoi. Qui sont voisins aujourd'hui, qui vont au dispensaire ensemble, qui jouent au foot ensemble, qui vont à l'école ensemble, mais qui refusent de dire où sont les corps. C'est très important ce qu'a dit le monsieur là, parce que on parle toujours de cette réconciliation un peu idyllique, etc. Mais si des tueurs refusent encore aujourd'hui de satisfaire le désir, la volonté des victimes de savoir où ont été tués leurs parents, où sont les ossements, qu'on puisse les enterrer, qu'on puisse faire la cérémonie de deuil, qu'on puisse faire son deuil, s'ils refusent de parler, alors qu'ils ont déjà été condamnés, qu'ils sont sortis de prison, qu'ils ne risquent rien de plus, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est quand même qu'il y a quelque chose... Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ils risquent de retourner en prison. Non, ils ont été condamnés à 12 ans de prison, ils sont sortis en 2003, tout va bien pour eux. Ils ont retrouvé leur parcelle, en plus, ils n'ont pas tout retrouvé, mais ils ont retrouvé leur parcelle en tout cas, et ils refusent toujours... Moi, je connais des gens qui cherchent toujours les ossements de leur mari, de leur fille, et ils savent qui a tué, et ces personnes qui ont tué leur font des grands sourires en disant « Je te demande pardon, Marie-Louise, c'est moi qui ai tué ton mari. Oui, mais alors dis-moi où sont... » Non, je ne le dirai rien. Ouais. Vous voyez, c'est quand même anormal. C'est effectivement anormal. On va parler de la justice internationale, et je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre, puisque vous l'avez évoqué, Aurélia De Vos, ce tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par le Conseil de sécurité de l'ONU, lancé en 1995. Quentin, rebonsoir. Quel est son bilan ? Ce tribunal constitué de magistrats internationaux a été lancé installé pour juger les responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international et humanitaire commis sur le territoire du Rwanda pendant l'année 1994. Il a vu comparaître de hauts dirigeants militaires du gouvernement de 1994, des hommes politiques, des hommes d'affaires, ainsi que des autorités religieuses et des responsables des milices et des médias également. Son bilan, 93 personnes ont été mises en accusation, 62 ont été condamnées
condamnées, 14 personnes ont été acquittées, 10 personnes renvoyées devant les juridictions nationales. Par exemple, le tribunal a condamné Théoneste Bagosora à la prison à vie en décembre 2008. Il était présenté comme le cerveau du génocide rwandais. Il est mort en détention en 2021, Thomas. Un tribunal qui était censé terminer ses procédures en 2015. Voilà, mais un mécanisme résiduel continue son travail. On parle du mécanisme en charge des fonctions résiduelles des tribunaux pénaux qui continue une forme de veille dans le dossier. Ainsi, l'an dernier, un des 4 derniers fugitifs les plus importants a été arrêté en Afrique du Sud. Fulgence Kayishema était en fuite depuis 2001. On attend de voir où est-ce qu'il va être et s'il va être extradé. Enfin, Félicien Kabuga, surnommé le Grand Argentier, présumé du génocide, a été jugé inapte à être jugé en août dernier. Il était soupçonné notamment d'avoir acheté massivement des machettes, sachant qu'elles allaient être utilisées pour massacrer les Tutsis. Oui, le président rwandais a lui-même relativisé l'efficacité du tribunal. C'était en 2012. Voilà, au moment de mettre un terme au gacaca, ces instances populaires créées en 2001 au sein même du Rwanda pour juger la plus grande majorité des auteurs présumés du génocide. On a vu 12 100 gacaca, jugés au total près de 2 millions de personnes au Rwanda pour un taux de condamnation de 65% selon les données du gouvernement rwandais. Des procès sans magistrats professionnels, très controversés pour leur manque de rigueur, mais qui, selon le président rwandais Paul Kagame, était la seule voie possible pour le pays pour rétablir l'unité et l'intégrité de la nation. Merci beaucoup, Quentin. Je reprends les chiffres que vous nous avez donnés. 93 personnes mises en accusation, 62 condamnées. Alors, Aurélia De Vos, par rapport à l'ampleur du génocide, évidemment, et ce que je dis est très facile depuis mon siège, mais ça semble très peu. Quelques dizaines de condamnations. À quel point c'est compliqué, difficile de juger finalement les génocidaires présumés ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même plusieurs niveaux de justice. Il y a bien sûr le tribunal international qui a vocation à juger les plus hauts responsables politiques et militaires. C'est sa vocation. On voit bien avec le nombre de jugements qui ont été rendus par les juridictions gacaca au Rwanda que la quantité de personnes qui ont participé était absolument considérable. Donc, il a fallu qu'il y ait plusieurs niveaux. Il y avait les gacaca, il y avait les tribunaux ordinaires rwandais, et puis il y a ce dont on n'a pas parlé, il y a toute cette compétence universelle. Donc, les gens qui se sont enfuis du Rwanda, qui se sont réfugiés en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada. C'est ce qui permet à la France aujourd'hui d'avoir un certain nombre de procédures. Et qui maintenant doivent répondre de leurs actes devant la justice. Donc il y a eu plusieurs dizaines de procès aussi, je dirais, de ces hiérarchies importantes ou intermédiaires. Bien sûr que c'est difficile d'enquêter, parce que chaque dossier, c'est un monde entier en réalité. C'est des dizaines, c'est des centaines de témoins, ce sont des constatations sur les lieux, ce sont des confrontations, parce qu'on doit démontrer à chaque fois la responsabilité individuelle. Donc chacun de ces dossiers, que ce soit au niveau national ou international, c'est à chaque fois un monde entier, quand bien même on parle de la même histoire. Et je crois que ce qui est très important, c'est que quels que soient les niveaux de justice, se sont dégagées des choses très fortes, c'est-à-dire qu'on soit à l'Est, à l'Ouest, au Nord ou au Sud, on a vu les mêmes processus, le même langage utilisé par les tueurs, les mêmes méthodes, les mêmes façons d'agir que Jean Hatzfeld décrivait très bien tout à l'heure. Et ce qui nous donne vraiment un indice de cette concertation, de cette organisation. Parce que quand vous êtes à deux coins du pays différents et que vous agissez de la même manière, c'est extrêmement intéressant. Et c'est parce qu'il y a une profusion de jugements et de niveaux de justice qu'on arrive à dégager tout ça. C'est très très intéressant. Un mot peut-être, Alain Gauthier ou d'Afrosa Gauthier, sur la mémoire, quoi. Est-ce qu'on peut dire que plus le temps passe, plus les témoignages s'effritent en quelque sorte? Je ne sais pas quel terme employer. Oui, bien évidemment. Les procès en France n'ont commencé qu'en 2014, c'est-à-dire 20 ans après le génocide lui-même. Et à chaque procès, on est confronté à ce problème de la mémoire. Certains témoins ont été entendus à plusieurs reprises
et parfois à 5-10 ans d'intervalle. Et après, au moment des procès, on va leur reprocher de ne pas avoir dit exactement la même chose. Donc ce problème de la mémoire est vraiment très important lors des procès. Et plus le temps passe, effectivement, plus les mémoires s'effritent, moins les témoins ont parfois envie de témoigner. Et tout cela nuit effectivement au bon déroulement de la justice qui, en France, a pris un grand retard qui ne se rattrapera jamais. Il nous reste une douzaine de minutes dans ce débat. On va maintenant parler de l'opération turquoise. Et pour la première fois, Asdine, un président français qui a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis. Ce président, c'est Emmanuel Macron. Oui, c'était le 27 mai 2021, 27 ans après le génocide. Alors nous sommes à Kigali, au mémorial du génocide contre les Tutsis. Emmanuel Macron prend un ton solennel et pèse chacun de ses mots. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. C'est un moment historique, mais avec des subtilités de langage qui vaut un petit décryptage quand même. Emmanuel Macron admet la responsabilité française dans les génocides, mais un mot attendu pouvait manquer. Ce mot, c'est « excuse ». Alors, ce ne sont pas des excuses, il faut être clair. Alors pourquoi ? Car Emmanuel Macron estime que la France n'a pas été complice. C'est un exercice subtil, mais ce jeu délicat de langage permet à la France d'apparaître comme une nation consciente de son passé et de ses actes, sans avouer une participation active à l'une des pires tragédies de l'histoire de notre humanité. Reconnaissance, mais pas repentance. Mais ce discours équilibré ou d'équilibriste selon a plutôt été bien reçu au Rwanda. Paul Kagame, président rwandais, avait salué un acte d'immense courage qui a plus de valeur que des excuses. Le président français qui avait dû rompre avec en quelque sorte la doctrine de ses prédécesseurs. D'ailleurs, François Hollande, lui, il avait toujours choisi de défendre évidemment son mentor politique François Mitterrand, chef de l'État lors de la guerre au Rwanda. Le quinquennat Hollande a d'ailleurs été marqué par une brouille diplomatique entre Paris et Kigali. En 2014, Paul Kagame a même accusé la France d'être responsable du bain de sang de 1994. En retour, François Hollande avait refusé de se rendre aux 20 ans de la commémoration du génocide. Nicolas Sarkozy, lui, en 2018, il s'est rendu au Rwanda, prononçant... 2010. Pardon, en 2010, j'ai dit... Pardon, excusez-moi, en 2010, pardon. S'est rendu au Rwanda prononçant un discours, on va dire, service minimum. On est loin des mots d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy a choisi de pointer les erreurs d'appréciation ou l'aveuglement de la France. Mais c'était déjà un premier pas, quoi. Est-ce qu'on peut dire que la France est à la traîne en la matière ? Mais dès 2000, par exemple, les mots du Premier ministre belge étaient sans équivoque. Je vais mettre à sa place. Au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande... pardon, pour que le Rwanda, ancienne colonie belge, puisse tourner son regard vers l'avenir, vers la réconciliation. Nous devons d'abord assumer nos responsabilités et reconnaître nos fautes. Là, ce sont des excuses, sans ambiguïté. 2 ans plus tôt, en 1998, Bill Clinton s'est lancé dans un mea culpa qui a fait date. Très tôt, il avait reconnu la responsabilité des États-Unis et de la communauté internationale dans ces massacres, loin du silence français à l'époque. Emmanuel Macron, en réalité, ne fait que rattraper aujourd'hui un retard. Merci beaucoup, Asdine. Guillaume Ancel, vous avez longtemps dénoncé la responsabilité de la France, peut-être un peu seul d'ailleurs. Que pensez-vous, je reviens au début de la chronique d'Asdine, des mots prononcés par Emmanuel Macron à Kigali en mai 2021 ? Le sujet est délicat parce qu'il y a une confusion entre certains termes. La France a longtemps été accusée, y compris par le Rwanda, d'avoir été un acteur du génocide. Or ça, il a été démontré que ça n'avait pas été le cas en tant qu'institution. La France, à l'époque, c'est l'Élysée qui dirige en fait toutes ces interventions au Rwanda, et on l'a rappelé, le président Mitterrand, qui est agonisant à l'époque, en 1994. Donc c'est plutôt son entourage, en fait, qui organise tout cela. Il n'y a jamais eu de participation directe, mais par contre, dans notre intervention, la question de la complicité n'est pas réglée. Je vais prendre juste un exemple. Oui. J'ai assisté à une livraison d'armes au Rwanda, aux soldats du gouvernement qui étaient en train de commettre le génocide et qui s'en vantaient. Est-ce qu'on peut considérer que quand on remet des armes à des génocidaires, on est simplement un acteur parallèle qui essaye d'intervenir dans une crise ?
Ou est-ce que juridiquement, comme moi j'ai toujours appris, on est complice ? Puisque en plus, on sait que ces hommes-là sont en train de perpétrer des massacres de grande ampleur, qu'on refuse d'ailleurs appeler génocide à l'époque pour ne pas être obligé d'intervenir contre eux. Donc non, cette question n'a pas été réglée. Et Vincent Duclercq, l'historien qui présidait la commission qui a été chargée d'éclaircir le sujet en allant sur les archives, a toujours dit, et après ces mots ont été un peu déformés, les historiens ne peuvent pas se prononcer sur la complicité parce que justement, ils ne sont pas la justice. Mais par contre, il n'a jamais mis de côté le fait que l'intervention armée de la France a permis 3 choses. D'abord, de protéger la fuite des génocidaires. On peut dire que ce n'était pas intentionnel, mais enfin, c'est la réalité. La deuxième, c'est qu'on a réarmé les génocidaires, et là, c'est difficile de ne pas y trouver une intention. Et la troisième, c'est qu'on les a aidés à continuer leur combat, puisque l'Est du Congo, à l'époque le Zaïre, va être ensanglanté par la poursuite quelque part, non pas du génocide, mais de cette opération atroce qui consistait à vouloir éliminer les Tutsis. Or, ça va faire à nouveau des centaines de milliers de morts. Donc, cette question du rôle de la France reste, à mon avis, à régler. Elle ne l'est pas à ce jour. Vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait dû aller plus loin dans ces mots ? Alors, est-ce que vous trouvez ça courageux ou pas ? Ou alors, il rattrape son retard, comme je l'ai dit ? Emmanuel Macron a été, sur cette affaire, extraordinairement courageux. Parce que tout son entourage essayait de le convaincre de ne surtout pas y aller comme ses prédécesseurs. Y compris Nicolas Sarkozy, qui pourtant, parce qu'à l'époque du génocide contre les Tutsis, était porte-parole du gouvernement. Et qui a gardé un souvenir épouvantable d'être allé raconter partout sur les plateaux que l'intervention de la France était purement humanitaire, alors qu'il a très vite compris que ça n'était pas le cas. Et donc, oui, Macron était très courageux. Disons qu'il a permis de plier l'affaire politique. Là où, à mon avis, on n'est pas allé au bout de la route, alors qu'on est aux 30 ans de commémoration du génocide, c'est que la conclusion de la commission Duclercq est la responsabilité accablante de l'Élysée. Une responsabilité accablante, mais sans responsable. Alors, ça pose effectivement cette question de la complicité de la France. Alain Gauthier, vous vouliez intervenir. J'espère que la liaison est un peu meilleure. Je vous donne la parole. Oui, effectivement. Concernant cette complicité et l'intervention du président Macron en 2021 à Kigali, nous, personnellement, nous avons dit que le compte n'y était pas. Nous souhaitions, bien sûr, c'était peut-être impossible pour lui, mais qu'on évoque la complicité. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 1 an, nous avons déposé un recours de plein contentieux auprès du tribunal administratif en France pour à la fois faire condamner la France pour complicité de génocide, en soulignant bien les fautes graves qui ont été faites par le gouvernement français de 1994, et pour demander des réparations pour les victimes de ce génocide. Bon, c'est un combat qui va durer longtemps, puisque c'est une affaire qui se règle au niveau administratif. C'est un mémoire contre un autre mémoire. Mais si nous avons pris la décision de nous lancer maintenant dans ce recours, c'est tout simplement parce que le temps presse et on ne peut plus attendre. Merci beaucoup Alain Gauthier. Aurélia De Vos, ça peut surprendre d'entendre dans la chronique que vous avez dit tout à l'heure, les États-Unis, enfin plusieurs pays. Il faut peut-être expliquer que si un génocide est en cours, tout le monde se doit d'intervenir. Il y a ça dans le droit international, on peut peut-être l'expliquer. Alors en réalité, le génocide, c'est le seul moment où effectivement la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, peuvent directement intervenir au-delà d'être des forces de maintien de la paix ou d'interposition. Donc évidemment, il y a un gros enjeu. Il faut se souvenir quand même en 1994 que la France n'est pas le seul pays à ne pas vouloir dire des mots. C'est que les États-Unis ont eu des pertes juste auparavant en Somalie. De nombreux casques bleus américains sont décédés. Et donc, ils sont dans cette posture de ne pas vouloir dire pour ne pas, effectivement, devoir s'engager. Et en fait, il faut se rappeler que les choses vont très vite. C'est 100 jours, avec un nombre de morts, vous l'avez rappelé, plus de 800 000 morts en 100 jours. Et je dirais presque qu'au mois d'avril, une très grande majorité des Tutsis ont déjà été assassinés. Donc, les choses vont très vite et les mots tardent à arriver.
arriver. Et donc évidemment, ce mot-là, on ne veut pas complètement le dire parce que ça voudrait dire basculer dans autre chose. Et évidemment, pendant ce temps-là, malheureusement, le génocide se commet. Jean Hetzfeld, est-ce qu'il y a une attente au Rwanda pour avancer sur cette question de la responsabilité internationale, de la responsabilité de la France, ou est-ce que finalement vous nous diriez c'est pas le plus important aujourd'hui? C'est plus le plus important. Ouais. Ce n'est plus le plus important. Ouais. Je pense que l'avancée du rapport du clerc a été très très bien acceptée et a soulagé une population qui avait été francophone, qui avait été déçue, qui avait été attristée, qui avait été scandalisée. Je pense qu'effectivement, ils attendent plus parce qu'ils savent très bien que la France est complice. Ils le savent tous. Mais ils ne sont plus aussi exigeants qu'avant. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au pays et à la communauté internationale. Ouais. Il ne faut pas non plus dédouaner les pays africains parce que le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, qui sont frontaliers, auraient pu aussi intervenir parce qu'ils avaient toutes les données, eux aussi. Ils avaient toutes les données, ils voyaient des réfugiés arriver, ils voyaient des survivants arriver en haillons, blessés, etc. Ils savaient tout ce qui se passait. Ils avaient aussi, eux, un ordre moral dans la tête. Ils n'ont pas franchi le pas de rentrer dans ce pays pour faire quelque chose. Je veux dire, ce n'est pas seulement l'Occident, c'est aussi l'Afrique. Aurélien Devos, un dernier mot peut-être, Guillaume Ancel. Oui, il y a une forme de déni, Jean l'a décrit tout à l'heure, y compris chez les rescapés et bien sûr chez les bourreaux. Mais une forme de déni dans nos sociétés aussi. C'est extrêmement difficile pour nous d'admettre qu'on est en train de laisser commettre un génocide. 1 an après le Rwanda, alors que l'armée française est dans un déni total, organisé par le pouvoir politique. On intervient avec la Légion étrangère à Sarajevo. Et moi, j'assiste, impuissant, au massacre de Srebrenica qui sera qualifié de génocide. Et pour la 3e fois en 7 ans, j'assiste à un génocide dans lequel on est incapable de le dire avant. On est obligé d'attendre qu'il soit commis pour dire on aurait pu réagir. En fait, le drame du Rwanda, c'est que la France a rendu possible un génocide qui était prévisible. À vous le mot de la conclusion, Aurélien Devos. Est-ce qu'effectivement on pouvait très vite dire c'est un génocide et donc intervenir? Parce que le temps judiciaire, forcément, est beaucoup plus long. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui se passent avant avril 1994. Bien sûr, ce que nous disait Dafroza Gauthier tout à l'heure. Il y a des voix qui se sont élevées. Il y a des gens qui ont parlé d'actes génocidaires, ou en tout cas d'un processus qui était en train de se passer. Vous savez, on n'arrive pas au génocide un matin et d'un seul coup les choses arrivent de manière spontanée. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la haine, il y a beaucoup de choses qui se préparent avant, et puis à un moment donné, si vous voulez, ça débute. Je crois qu'il n'y a pas un moment où ça se dissuade, mais que les événements s'enchaînent et que ça vient de très loin. Donc oui, il faut voir les signes faibles, les signes avant-coureurs. Merci à tous, encore une fois, d'avoir participé à ce débat ici à Paris et au Rwanda. Je vais rappeler les titres de vos livres. Jean Hetzfeld, on appelle ça la trilogie rwandaise. C'est une simplification, mais c'est publié aux éditions Point. Aurélien Devos, Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure aux éditions Kalman Levy. Et Guillaume Ancel, Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français aux éditions Les Belles Lettres. Merci encore, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Asdine, à la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous dis à demain 18h et 22h. Et puis notez que notre prochain rendez-vous, c'est la matinale. Oriane Mancini qui reçoit, entre autres, mais notamment Stéphane Le Foll, maire du Mans, ancien ministre. Il sera à 8h du matin. Belle soirée. Merci.